Bonsoir. Tes mains. Ah oui, Bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette conférence sur les stéréotypes de genre. Donc avant de présenter Delphine Martineau et lui laisser la parole, on voulait juste vous parler d'un projet qu'on a lancé avec Anne-Catherine et puis dans le cadre d'Ambert, de la communauté de communes et puis également du département et du CNRS. Et c'est un projet qui s'appelle Science et femmes de science. Et il a un double objectif. C'est à la fois de resituer ce qu'est la science et ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire sortir d'un autre stéréotype, dire que la science, ce n'est pas forcément des maths. Il y a des très bons historiens, des très bons sociologues et des chercheurs aussi en psychologie sociale. Donc voilà, donc c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est de venir parler des femmes de science et toutes les femmes qui ont été invisibilisées dans la science, pas parce qu'elles manquaient de talent, pas du tout, simplement parce qu'elles étaient des femmes. Donc voilà, donc cet objet, voilà, le projet, c'est celui-ci. Donc ce projet, il prend place sur le territoire avec le collège, avec le lycée, puis des tas d'acteurs en fait du territoire, dont Sommet en territoire par exemple. Et ça va donner lieu finalement à une exposition d'affiches qu'on est en train de faire, et puis aussi à un spectacle de slam qui vous seront présentés le 19 mars en fait à la médiathèque d'Ambert. Et ce spectacle, ce sera suivi également d'une conférence et d'une table ronde, à la fois sur la science et à la fois sur justement l'effet Mathilda. Et on aura l'honneur d'accueillir quand même pas mal de femmes scientifiques. Elles seront 7 au total. Et entre autres, il y aura Binaz Yalcin. Et Binaz Yalcin, c'est quelqu'un qui est né sur le territoire d'Ambert, qui a fait toutes ses études à Ambert. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est chercheuse en neurosciences et qui vient d'obtenir le prix Albaroche. Donc voilà, donc c'est vraiment une femme scientifique reconnue. Et elles viendront nous parler non seulement de leur passion, mais aussi de leurs difficultés qu'elles ont rencontrées, et puis nous faire comprendre que la science, c'est pas forcément un don, dire qu'il faut travailler, et puis on peut y arriver sans problème. Enfin, je pense que Delphine en est un exemple par exemple. Bravo Nadine. Et après ça, voilà, donc bref, donc je vais m'arrêter là-dessus. Mais ce soir, finalement, c'est le démarrage finalement de tous ces événements qui vont avoir lieu, parce qu'il y aura également des pièces de théâtre, un film vous sera projeté là-dessus. Et ce soir, le point d'orgue, finalement, enfin le point de commencement, pardon, on a décidé d'accueillir Delphine Martineau, en fait, avec Sommet en territoire, pour nous parler des stéréotypes de genre. Parce que même en science, en fait, les femmes, il y a des plafonds de verre. Okay, sans doute, par nous-mêmes, des fois, on se met des plafonds de verre parce que justement, il y a des stéréotypes qui sont là, qui sont ancrés, en fait, depuis très longtemps. Donc c'est pour ça qu'on a la chance d'accueillir Delphine Martineau ce soir, qui va justement venir nous expliquer qu'est-ce que sont ces mécanismes des stéréotypes, comment ça s'ancre finalement petit à petit dans nos inconscients, comment ça fonctionne. Je vais lui laisser la parole. Et puis aussi, c'est un moyen de se dire aussi, mais finalement, comment on peut, entre guillemets, contrecarrer en fait ces stéréotypes d'un point de vue individuel, parce qu'on les a en nous, donc comment on peut les dépasser, puis aussi d'un point de vue collectif. Donc voilà, j'ai largement assez parlé. Et voilà, donc n'oubliez pas les petits flyers de tous nos événements qui vont avoir lieu en fait au mois de mars. Je vous remercie et puis je passe la parole à Delphine Martineau, qui est professeure des universités à l'Université de Clermont-Ferrand en psychologie sociale. Voilà, Delphine. Merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, merci de m'accueillir. Merci à l'association Semer en territoire, Nadine, de m'avoir invité pour me donner l'opportunité de vous parler de travaux qui sont menés dans mon laboratoire avec les personnes qui travaillent avec moi, mais pas seulement, je vais vous parler aussi de tas d'autres travaux. Donc, vous voyez que, bon, ce n'est pas une surprise, je vais vous parler des stéréotypes de genre et je vais, à travers ce concept de stéréotype de genre, essayer de vous rendre compte d'un phénomène assez étrange, c'est que les filles réussissent mieux scolairement, mais pour autant, on ne va pas les retrouver forcément dans les métiers, les fonctions associées à du prestige et à des bonnes rémunérations. Alors, je vais démarrer sur des faits qui sont basés sur les statistiques des ministères ou de la direction de l'évaluation de la performance, par exemple. Donc, là, on est sur des faits récents, 2024, mais ce que je vous présente, on le sait depuis 40 ans. Donc, ce n'est pas un phénomène qui s'est déclaré l'année dernière. Donc, au brevet des collèges, vous voyez, en vert, ce sont les filles, en orange, les garçons. On a plus de filles qui obtiennent ce diplôme. Sur le bac, c'est la même chose.
on a plus de filles sur une génération qui vont obtenir le bac que de garçons. Si on va dans l'enseignement supérieur, même phénomène, on a toujours un pourcentage supérieur de filles qui vont sortir diplômées de l'enseignement supérieur. Donc là, on a fait un peu le tour des différents diplômes possibles et on peut se dire un avantage se dégage pour les filles, les femmes, puisqu'elles vont sortir plus diplômées, quels que soient les niveaux de diplôme. Alors, allons un petit peu plus loin et regardons maintenant les choix d'orientation des filles et des garçons. Donc là, j'ai pris des filières technologiques et professionnelles, parce que c'est là où c'est le plus flagrant. Donc en rouge, vous voyez les orientations, les filières dans lesquelles les filles sont extrêmement minoritaires. Vous voyez 8%, 1,7%. Et en vert, les filières où les filles sont extrêmement majoritaires. Il n'y a qu'une exception dans les différents domaines, c'est tout ce qui relève du commerce et de la gestion, où là, on a on a une égalité entre les filles et les garçons. Si je vais au-delà du bac, dans les études supérieures, vous voyez, on retrouve les mêmes asymétries dans tout ce qui va relever de la mécanique, de l'industrie, les classes préparatoires aux grandes écoles. Dans les filières scientifiques, les filles sont minoritaires. Dans les formations d'ingénieurs, et encore, j'ai globalisé, parce que selon les types de formations d'ingénieurs, ça peut tomber encore plus bas. Les sciences fondamentales, physique, etc., minoritaires. Et puis, les filières en vert, où les filles sont largement majoritaires. Donc, les classiques, les lettres, les langues, les sciences humaines, toutes les filières santé, médecine, odontologie, pharmacie, et les classes préparatoires, mais littéraires. Là encore, on retrouve les filières où il y a de l'égalité, c'est dans le commerce, le marketing, l'économie. Alors, on continue. Il faut savoir que quand on sort diplômé d'une filière féminisée, donc là où il y a une majorité de filles, eh bien, on aura un taux de chômage plus élevé que quand on sort d'une filière où il y a une majorité de garçons. On sera sur des emplois beaucoup plus fréquemment à temps partiel et le salaire, bon, ça, après tout le monde sait que les femmes sont moins rémunérées que les hommes et le salaire sera plus bas. Et si vous regardez donc à la sortie du master, à la sortie d'un diplôme de master, donc on a toujours plus de filles que de garçons qui obtiennent le diplôme de master, mais sur l'employabilité, c'est l'inverse. Les garçons vont plus facilement et plus rapidement trouver un emploi. Sur le salaire, je vous ai mis un ensemble de filières. Vous voyez qu'il n'y a pas une seule filière à l'issue de laquelle les femmes vont être mieux rémunérées que les hommes. Même les filières, je les ai un peu mises en rouge, les filières où elles sont extrêmement majoritaires, sciences humaines, les lettres, vous voyez que l'asymétrie reste et que les hommes sont toujours mieux rémunérés que les femmes. Donc, on voit que, c'est pour ça que je parle d'effet en trompe-l'œil, la meilleure réussite des filles puis des femmes dans les diplômes, dans la scolarité, dans le parcours académique, ne va pas forcément se traduire par plus des postes plus prestigieux, mieux rémunérés. Et alors, il y a évidemment de nombreux facteurs, c'est multifactoriel pour pouvoir expliquer ce phénomène, mais il y a quand même un facteur qui a un rôle très puissant. Ce facteur, ce sont les stéréotypes de genre. Et je ne suis pas la seule à le penser, mais le Haut Conseil à l'égalité a écrit dès 2017 « Les stéréotypes de genre influencent les pratiques pédagogiques, les évaluations scolaires, les contenus des programmes et des manuels, les interactions avec les enseignants, les sanctions et bien sûr les orientations des filles et des garçons, comme vous avez pu le voir dans les statistiques que je vous ai présentées avant. » Et l'Union européenne, la même année, 2017, a déclaré que les stéréotypes de genre sont le plus grand obstacle à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, voilà pourquoi je vais centrer mon propos sur les stéréotypes de genre.
Alors, maintenant, le mot stéréotype est un vocabulaire qui est un petit peu rentré dans la vie quotidienne, donc ça commence à être un peu connu, mais moi, je préfère revenir à la définition scientifique pour qu'on n'ait pas d'ambiguïté sur le terme. Donc, un stéréotype, à chaque fois que vous avez un groupe social, il y aura des stéréotypes attachés. Donc, les stéréotypes, ce sont des croyances qui portent sur les groupes sociaux. Donc, évidemment, les femmes, les hommes sont des groupes, mais on pourrait avoir des stéréotypes sur les Français, les stéréotypes sur les Italiens, etc. Donc on a les stéréotypes nationaux, on a des stéréotypes ethniques qui sont liés notamment à la couleur de peau, et on peut aussi avoir des stéréotypes régionaux, bon, là, classique, la réputation des Auvergnats sur leur radinerie. Voilà. Donc vous voyez, dès qu'il y a un groupe, il y a des stéréotypes. Alors, bon, moi je ne vais pas parler des autres stéréotypes, je vais me concentrer sur les stéréotypes de genre. Et donc, ces stéréotypes, comme je vais vous le montrer, ce sont des filtres intellectuels très très puissants. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais en permanence, nous allons voir le monde à travers ces stéréotypes. Enfin, le monde, beaucoup le monde, parce que en fait, dans notre environnement, il y a toujours des femmes, des hommes. Donc, en permanence, on a ces filtres sur ce que nous croyons des femmes, ce que nous croyons des hommes, qui vont interférer avec notre façon de voir le monde. Et c'est vraiment un fonctionnement en plus très puissant parce qu'il est automatique, ça veut dire qu'on ne le contrôle pas et on le retrouve dans tous les pays, c'est universel. Voilà, donc maintenant que je vous ai fait mon introduction, voilà les parties que je vais développer. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on a ces stéréotypes, pourquoi est-ce qu'ils existent, les stéréotypes de genre. J'illustrerai quelques conséquences qu'ont ces stéréotypes, et puis, pour essayer de vous redonner un peu le moral, parce que ça va être assez déprimant, je préfère vous le dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour en minimiser les effets. Alors, pourquoi est-ce que les stéréotypes de genre existent ? Comme les autres stéréotypes, en fait, on utilise ces formes de croyances sur les groupes pour simplifier notre environnement. On n'en a pas conscience, mais notre cerveau n'est pas capable de traiter en direct toute l'information qu'il reçoit. Donc, il fait du tri, il filtre les informations sans qu'on en ait la moindre conscience pour nous permettre d'appréhender, d'être capable de traiter ces informations et donc d'évoluer efficacement. De ne pas être débordé par la quantité d'informations. Alors, je vais vous donner un exemple. Voilà, si je vous dis, là, dites-moi ce que vous voyez, ça va être un peu plus compliqué. Si maintenant, on catégorise, c'est-à-dire qu'on trie par la forme, les carrés, les ronds, les triangles, j'aurais pu faire un tri aussi par les couleurs. À partir du moment où on catégorise, là, ça devient beaucoup plus facile à traiter. Et là, vous avez une appréhension beaucoup plus simple de ce que vous voyez. Donc, notre cerveau, il fait ça. Il fait ça sans qu'on s'en rende compte. Il catégorise les éléments qui nous entourent. Mais il ne le fait pas seulement pour les choses, les objets. Il le fait également pour les personnes. Et donc, quand les personnes... une façon de catégoriser, c'est le sexe perçu. C'est-à-dire, est-ce que j'ai affaire à une femme, est-ce que j'ai affaire à un homme ? Donc, on va diviser le monde entre femmes-hommes pour se simplifier le traitement de l'information. Alors, on peut se dire, oui, s'il faut le faire parce que notre cerveau en a besoin, et il y a des conséquences à ça. Quand on catégorise, à l'intérieur, entre les catégoristes, donc là, entre les femmes et les hommes, on va accentuer les différences. Donc, on va avoir plus de différences qu'il n'y en a. Et à l'intérieur d'une catégorie, donc à l'intérieur les femmes entre elles ou les hommes entre eux, on va voir plus de ressemblances qu'il n'y en a. Donc ça, c'est ce phénomène de catégorisation qui entraîne ce qu'on appelle un effet de contraste, plus de différence entre les deux groupes, et un effet d'assimilation, plus de ressemblance à l'intérieur d'un groupe. Ce qui fait la conséquence, c'est que si on voit plus de ressemblances qu'il n'y en a entre les femmes entre elles ou entre les hommes entre eux, eh bien, on va avoir le sentiment que les femmes sont relativement interchangeables entre elles et les hommes relativement interchangeables entre eux, puisqu'ils ont tellement de points communs. Et les stéréotypes vont s'appuyer, vont prendre racine sur ce phénomène perceptif
qui est un phénomène juste de traitement de l'information. Et ils vont venir s'enraciner là-dessus, parce que après, ils vont donner des caractéristiques pour dire ce que sont les hommes, ce que sont les femmes, et ça va bien aller dans notre tendance à catégoriser. Alors, pour vous montrer que ça se met en place très tôt, donc, je vous présente une étude. Alors, ce n'est pas une étude qui a été faite dans mon laboratoire, mais c'est à l'avantage d'avoir été faite sur des enfants très jeunes. Donc, ce sont des enfants de 3 ans. On leur présente une série de photos. Sur chaque photo, il y a un enfant avec un objet dans les mains. Donc, on dit à ces enfants de bien regarder, d'essayer de bien apprendre voilà, ce que tient l'enfant, ce que chaque enfant a comme objet dans les mains. Puis, dans un deuxième temps, on leur redonne les photos, mais de manière distincte, c'est-à-dire que d'un côté, il y a juste les enfants, et de l'autre côté, juste les objets. Et on dit, maintenant, il faut que tu retrouves quel objet tel enfant avait. Donc, pour cet enfant, quel était son objet, pour cet enfant, quel était son objet. Et donc, il faut retrouver à qui appartient l'objet. Et en fait, on va constater qu'il va y avoir des erreurs à l'intérieur du genre. C'est-à-dire que les enfants, les filles comme les garçons, font exactement les mêmes erreurs. Vous verrez, je spoil un peu, mais on n'a pas de différence dans la façon de traiter l'information. Donc, ils vont avoir tendance à attribuer un objet d'une fille à une autre fille, l'objet d'un garçon à un autre garçon. En revanche, ils ne font jamais d'erreur entre les deux groupes. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais attribuer un objet qui était à un garçon au départ à une fille. Et ça, c'est ce phénomène de catégorisation. Donc, on voit bien que les enfants ont traité l'information pas individuellement. Tiens, lui, il avait ça, elle avait ça, mais c'est une fille, c'est un garçon. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais bon, ils ont 3 ans, ça va s'arranger. Ils vont acquérir, ils vont grandir, ils vont apprendre à réfléchir. Alors, on ne fait pas la même recherche avec des adultes, mais juste pour vous résumer, donc, c'est une recherche avec des adultes, on leur présente un film dans lequel il y a une discussion entre des hommes et des femmes. 3 hommes, 3 femmes, et ils doivent écouter regarder cette vidéo et voir ce que les participants, les individus se racontent. Et puis à la fin, une fois que la vidéo est finie, on leur demande de rappeler qui a dit quoi. Donc là, qui a dit quoi ? Vous avez les mêmes erreurs. C'est-à-dire là aussi, les femmes comme les hommes vont rapporter des propos de femmes, vont se tromper en l'attribuant à une autre femme mais jamais à un homme, et vont se tromper pour des propos d'hommes en l'attribuant à un autre homme mais jamais à une femme. Donc vous voyez, ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème de fonctionnement, de la façon dont notre cerveau se facilite la vie en catégorisant femmes-hommes. Donc, problème, c'est que les stéréotypes vont prendre appui là-dessus. Alors, je pourrais m'arrêter là, puis vous dire, bon, allez, maintenant, rentrons chez nous, il n'y a rien à faire, puisque c'est notre cerveau qui traite les informations et qu'il a besoin de simplifier, donc ça veut dire qu'on ne pourra jamais rien faire. Mais en fait, il ne faut pas s'arrêter là. La question, ce n'est pas pourquoi est-ce qu'on catégorise, mais quelles caractéristiques on va donner aux femmes et aux hommes. Et là, c'est plus du tout notre cerveau qui fait ça, mais notre société. Alors, voilà quelques éléments de ce que sont les stéréotypes. C'est démontré par des centaines d'études et à travers le monde. Ce n'est pas propre aux individus français. Donc, les traits de personnalité classiques qu'on va attendre d'une femme, j'y reviendrai, mais un stéréotype, c'est prescriptif. Ça nous dit ce que l'on doit être. Une femme doit être chaleureuse, serviable, douce, bienveillante, maternelle, sensible. Et un homme doit être indépendant, actif, ambitieux, compétitif, leader, doit avoir de la confiance, logique, rationnel. On s'attend plutôt à ce que les femmes soient littéraires, à ce que les hommes soient matheux. L'éducation nationale s'y attend aussi. Donc voilà, bon, elle a plus d'une dizaine d'années, ils ont arrêté, heureusement. Mais vous voyez que pour attirer les femmes et les hommes dans l'enseignement, Julien, il a de l'ambition, il est sur un ordinateur, Laura, elle rêve, elle lit. Donc, on a bien cette idée qui est complètement le contenu des stéréotypes.
Plus récent, ça vous pouvez la trouver, elle est récente. Voilà, la nation apprenante. Toujours les hommes. Alors là, en plus, ils sont premier plan, les femmes derrière. Et ils sont sur, effectivement, écran, ordinateur. Les femmes, on ne sait pas trop, de la cuisine. Bon, c'est flou. Elles sont au fond, ce n'est pas clé. La nation qui apprend n'est pas féminine. Autre élément dans les stéréotypes, il y a des caractéristiques physiques. Il n'y a pas que des traits de personnalité, il y a aussi des caractéristiques physiques. On attend d'une fille, d'une femme, qu'elle soit belle, mignonne, délicate, gracieuse, menue. Et on attend d'un homme, d'un garçon, qu'il soit athlétique, fort, musclé, robuste, grand. Entre autres, on le voit très tôt dans les bodys pour les bébés. Donc voilà, les filles, alors le contraste n'est peut-être pas terrible, donc tout porte sur le physique. Quasi jolie, coquette, amoureuse, mignonne, et là, la force. Alors, la question, c'est pourquoi ce contenu-là ? Ce n'est pas notre cerveau qui a dit « Ah, on va faire ça comme ça, parce que ce sera plus simple. » Non. Pourquoi ce contenu ? Parce que les stéréotypes ont un rôle fondamental. Ils sont là pour justifier un ordre social dans lequel les femmes vont avoir des rôles sociaux qui leur sont davantage prescrits et les hommes d'autres rôles sociaux qui leur sont prescrits. Donc, vous voyez qu'on va retrouver ces rôles sociaux. Les femmes, on attend d'elles qu'elles soient tournées vers autrui. Donc, on va beaucoup les retrouver dans les métiers de la santé. Et les hommes, on attend d'eux qu'ils soient dans l'action, la prise de décision, d'où le fait qu'on a plus d'hommes dans les postes à responsabilité et dans le leadership. Tout ça parce que ça justifie une société dans laquelle le groupe dominant est le groupe masculin. C'est la société patriarcale. Et ça, ce n'est pas notre cerveau qui l'a défini tout seul. Alors, ces stéréotypes de genre, comment vont-ils réussir à justifier les rôles de genre ? Donc c'est vraiment, voilà, c'est leur rôle. Justifier qu'on ne se lève pas chaque matin en se disant « Non mais ça ne va pas du tout comme ça fonctionne là. Je ne vois pas pourquoi c'est moi qui devrais faire ci et pas mon ami ou mon frère ou je ne sais quoi. » On doit pouvoir se dire c'est normal, ça coule, c'est normal, il faut pas, ça va bien. Donc, comment on en arrive à se dire ça va bien comme ça et c'est normal. Donc, je vous l'ai déjà un peu évoqué, les stéréotypes de genre sont prescriptifs. Ils disent ce que l'on doit être. Donc, par exemple, la petite fille doit être chaleureuse, aimable, le petit garçon, alors assertif, ça c'est notre vocabulaire, parce qu'en français, on n'a pas vraiment l'équivalent, ça vient de l'anglais, c'est ce côté, c'est moi qui décide, qui suis dans l'action, qui mène les affaires. Si on ne fait pas ce que les stéréotypes prescrivent, il y a un retour de bâton. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la pression d'autres personnes, notamment les camarades, les enfants entre eux ne vont pas s'épargner si ils ne restent pas dans ce que les stéréotypes de genre prescrivent. Les parents, tout dépend quelle est leur vision. S'ils ont envie d'éduquer leurs enfants de manière moins genrée, ils seront moins prescriptifs avec les stéréotypes. Si en revanche, ils pensent que les stéréotypes, ils n'ont pas conscience que ce sont des stéréotypes, mais que c'est comme ça qu'il faut que les choses soient, là, ils influenceront beaucoup, ils seront très prescriptifs. Et la prescription, c'est aussi la proscription. Il y a ce qu'il ne faut surtout pas être. Donc la petite fille ne doit surtout pas être arrogante ou contrôlante, et le petit garçon, lui, ne doit pas être émotif ou faible. C'est donc les parents, donc je vous ai dit, sauf ceux qui se questionnent là-dessus et veulent faire des efforts pour éviter de genrer, mais sinon, de manière générale, les parents et les camarades, les pères, vont désapprouver toutes les déviations, les transgressions vis-à-vis des rôles de genre. Et c'est encore plus puissant chez les garçons. Alors, pourquoi est-ce qu'on est encore moins tolérant quand un garçon va sur les stéréotypes féminins, le garçon émotif, le garçon sensible ? Eh bien, en fait,
les garçons vont être moins appréciés s'ils ils apparaissent comme faibles, ça va même jusqu'à moins les embaucher. Donc, ils sont victimes aussi de discrimination à travers ces stéréotypes-là. Parce que là, il y a une grosse prescription. Il ne faut pas qu'ils perdent leur statut de dominant. Or, si un homme se met à être sensible, faible, et à s'occuper des autres au lieu d'aller de l'avant et foncer, là, ça peut remettre en question la société patriarcale. Donc, c'est pour ça que c'est plus puissant sur les garçons de les empêcher de transgresser que sur les filles. Les filles ne sont pas épargnées, hein, mais de manière moins forte. Néanmoins, on a quand même, donc ça s'appelle l'effet backlash, hein, ce retour de bâton. Les femmes qui sont trop dominantes, trop autoritaires dans le travail sont aussi mal vues et vont être très dépréciées. Elles peuvent quand même le faire, mais il faut que ce soit ponctuel. Une femme qui est autoritaire en permanence, ce n'est supporté par personne. Autoritaire parfois, ça peut passer. Les hommes faibles parfois, ça passe pas. Il faut rester fort. Les stéréotypes de genre, donc prescriptifs, première grosse caractéristique. Deuxième grosse caractéristique, les stéréotypes de genre sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les relations entre les femmes et les hommes ne soient pas conflictuelles. Évidemment, il faut arriver à une harmonie pour la survie de la société, enfin de l'espèce humaine. Il faut qu'il y ait un minimum d'entente. Donc, on fait en sorte qu'ils ne rentrent pas en compétition. Enfin, ni moi, ni les stéréotypes font en sorte qu'il n'y ait pas de conflit, de compétition entre les femmes et les hommes. Donc, là où on attend une femme, une caractéristique, on attendra moins chez un homme, voire pas du tout, et inversement. Donc ça, c'est la complémentarité. Et ça, c'est propre aux stéréotypes de genre parce qu'il n'y a que 2 groupes pour cette catégorisation visuelle basée sur le sexe perçu. Donc, moi, je vais illustrer avec les stéréotypes complémentaires sur le domaine scolaire, qui est quelque chose que j'ai beaucoup étudié, que je continue d'étudier. Donc, je vais vous présenter une des études qu'on a faites avec mes collègues sur des élèves de 5e. Ça vous permet de voir aussi comment on peut étudier les stéréotypes. Il y a plein de façons de le faire. C'est une façon qu'on a utilisée. Donc, en fait, on posait des questions aux élèves. Qui peut faire de longues études en maths? Qui peut enseigner les maths? Qui peut faire un métier en lien avec les maths? Et on leur proposait des personnages, masculins ou féminins. On leur disait, choisis le personnage ou les personnages qui répondent le mieux à la question. Donc, ils n'étaient pas obligés d'en choisir qu'un, parce que là, forcément, ça oblige à trancher, mais ils pouvaient en prendre plusieurs. Et en fait, voilà ce que les élèves ont répondu. Systématiquement, pour chacune des questions, ils ont choisi un personnage masculin. Majoritairement. Donc, c'est les hommes pour les études longues, enseigner les maths, faire un métier avec les maths, ce sont les hommes. Et on a fait la même chose pour le français, et on a eu l'effet inverse. Donc, ce sont les femmes qui font des études longues, qui enseignent le français, et les métiers en lien avec le français. Donc, vous voyez que les stéréotypes sont parfaitement connus, intégrés par les enfants, les élèves, là, des jeunes ados. Si je résume les centaines et centaines, je pourrais dire même milliers de travaux qui ont été faits sur les stéréotypes par rapport au domaine scolaire, on peut dire, on résume en disant que les stéréotypes qui sont favorables aux femmes, là où on dit les femmes doivent être compétentes, c'est là où elles ont des capacités, les lettres, les langues, les domaines artistiques et tous les domaines du soin, de la santé. Et de l'autre côté, pour les hommes, les sciences, la technologie, l'ingénierie, l'informatique et les mathématiques, ce qu'on appelle les STEAM pour résumer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans mon laboratoire, j'ai des collègues qui ont étudié, qui ont interrogé des lycéens, des lycéennes il y a 20 ans, un peu 24 ans, puisque c'était en 2002. Et ils ont obtenu 70% de lycéens et de lycéennes qui croient que c'est vrai. Donc ça veut dire qu'on a un petit tiers qui pense que c'est faux, ces stéréotypes. 20 ans plus tard, il y a 4 ans, un autre collègue a refait l'étude,
à une beaucoup plus grande échelle, il y a plus de 5000 élèves qui ont été interrogés, le même pourcentage. Ça n'a pas bougé. 70% des élèves continuent de croire que c'est vrai que les femmes sont plus douées pour les lettres, les langues, etc. et les garçons pour l'estime. Donc, on a beaucoup de travail à faire, puisqu'on n'a qu'un tiers qui se dit « c'est peut-être bizarre cette affaire ». Autre illustration, une autre recherche que j'ai menée aussi avec des collègues, on s'est interrogé sur la façon dont la réussite scolaire était expliquée. Donc, on a interrogé, là, on a fait une étude qui est portée sur presque 2000 élèves, et on a interrogé des 5e, des 3e, des secondes et des terminales. Et on leur demandait parmi des traits de personnalité, des caractéristiques de personnalité qu'on leur proposait dans un questionnaire, pour chaque caractéristique, pour chaque trait de personnalité, on leur disait à quel point ça explique la réussite scolaire des filles ou ça explique la réussite scolaire des garçons. Et donc, ils répondaient sur tous les traits qu'on proposait. Donc, je résume nos résultats. Donc, les élèves répondent de la même façon, les filles comme les garçons, et il n'y a pas d'effet de l'âge ou du niveau, on a les mêmes résultats de la 5e à la terminale. C'est ça un stéréotype. Je vous ai dit comme définition, c'est une croyance que tout le monde connaît, partagée. Ça, c'est la preuve qu'on est sur des stéréotypes. Alors, qu'ont dit ces élèves ? La réussite des filles, les traits qu'ils ont le plus utilisés pour expliquer pourquoi les filles réussissaient sont en rapport avec le conformisme, l'obéissance. Si une fille réussit bien scolairement, c'est parce qu'elle respecte les règles, qu'elle est studieuse, attentive. On est dans l'obéissance, le conformisme. Et les traits qui ont été le plus choisis pour expliquer la réussite des garçons, c'est tout ce qui relève de la confiance en soi. Donc si un garçon il réussit, c'est parce que il a confiance en lui, il ose y aller, il sait prendre des risques, il a de l'audace, etc. Donc ils n'ont pas du tout utilisé les mêmes traits pour expliquer la réussite. Les élèves, filles comme garçons, étaient d'accord pour dire les filles, c'est le conformisme, l'obéissance, c'est pour ça qu'elles réussissent. Les garçons, c'est parce qu'ils ont une grande confiance en eux. Et ça a été retrouvé, donc on n'est pas les seuls à l'avoir montré, on le retrouve dans toutes les études internationales dans les pays occidentaux. La réussite des filles, c'est elles font des efforts, elles sont scolaires, elles obéissent bien. Et la réussite des garçons, ils ont une intelligence naturelle, ils ont confiance en eux et ils sont leaders. Donc voilà, ça s'est retrouvé partout, c'est universel comme phénomène. Alors, si on se dit, voilà, donc les filles, elles réussissent, elles font des efforts, elles se conforment, elles sont consciencieuses, etc. D'un côté, de l'autre côté. Hop, ça va trop vite. De l'autre côté, ils sont naturellement intelligents, ils ont confiance en eux, ils ont un esprit de compétition. Et bien après, on s'étonne moins que quand on fait des choix d'études, quand on en arrive au choix des filières d'études, les filières réputées difficiles, les filles, elles vont être moins nombreuses. Parce qu'elles n'ont pas les caractéristiques supposées, elles ne pensent pas avoir les caractéristiques supposées utiles pour réussir dans ces filières d'études réputées difficiles, alors que quand on est naturellement intelligent, qu'on a confiance en soi, on peut y aller. C'est la même chose quand on est plus avancé en âge et qu'on doit prendre des postes à responsabilité. Les femmes ont des doutes, les hommes beaucoup moins. Donc vous voyez le poids. Évidemment, il y a des tas d'autres stéréotypes que j'évoquerai qui contribuent encore à ça, mais c'est pour vous montrer déjà les grandes lignes de ces stéréotypes. Et surtout, ce que le titre de mon intervention, ce fameux effet en trompe-l'œil de la réussite des filles, là vous voyez comment, on va le voir, non, voilà, comment on arrive à délégitimer la meilleure réussite des filles. Elles réussissent mieux, mais les raisons pour lesquelles elles réussissent mieux, c'est quand même pas top, quoi. Elles obéissent.
on ne peut quand même pas confier l'avenir d'une entreprise, d'un organisme, d'un pays à des personnes qui réussissent parce qu'elles obéissent. Donc vous voyez, c'est une délégitimation de la réussite scolaire des filles. Donc le domaine scolaire, enfin les domaines académiques où les filles réussissent mieux, les stéréotypes sont là pour dire « Ok, mais ça ne veut rien dire, c'est pas pour les bonnes raisons. » Donc c'est pour ça, ça sert à justifier un système qui fait que même si les garçons sont moins diplômés que les filles, c'est quand même eux qui vont avoir les meilleures places ensuite. Alors, on a vu qu'ils sont prescriptifs, qu'ils sont complémentaires, et une dernière couche pour qu'on les intériorise bien, pour qu'ils rentrent dans nos têtes quoi qu'il arrive, ils sont perçus comme basés sur des différences naturelles. Évidemment, nous avons des différences biologiques. Les femmes et les hommes ne sont pas strictement pareils. Donc, comme il y a ces différences naturelles, c'est normal que ça aille jusqu'à notre cerveau et qu'on n'ait pas les mêmes personnalités, parce qu'on n'a pas certaines parties de l'anatomie qui sont communes, forcément ça remonte à nos personnalités. Donc là c'est intéressant parce que maintenant, avec tous les progrès de la science et notamment tous les travaux qu'on peut faire en IRM, on peut répondre. Avant, il fallait qu'on passe 3 heures à essayer d'expliquer tous ces phénomènes de socialisation. Puis en face, il y a quelqu'un qui dit « Oui, mais il y a les gènes. » Et là, on dit « On peut recommencer. » Donc, maintenant, au moins, on en sait plus avec tous les nouveaux moyens d'investigation. Donc, à la naissance, on a 10 milliards de neurones. Il y en a sur les connexions, les neuronales, qui sont préformées, seulement 10% qui sont préformées. Et ces 10%, c'est le pré-câblage. C'est-à-dire, c'est ce qui va permettre au bébé, puis qui va grandir, de rentrer des nouvelles informations et d'enrichir ses connaissances dans son cerveau. Donc, ça sert juste à recevoir les nouvelles connexions. Ce qui veut dire que 90% des connexions, elles ont lieu une fois qu'on est né, après la naissance, et ça va dépendre de l'environnement dans lequel on est. Et là, c'est là que se trouvent les stéréotypes de genre. Ils ne sont pas préformés, ils ne sont pas dans un gène. Ils sont là, dans l'environnement. Et en fait, les facteurs biologiques qu'on évoque toujours, le fait qu'on n'a pas le même gène, en tout cas un qui bouge, qui n'est pas pareil, les hormones, vous connaissez cet argument, eh bien, tout ça, c'est très petit comme influence. Et quand on compare cette influence à l'influence de l'environnement, eh bien, ça n'a même plus d'effet significatif. Donc, vraiment, là, on peut dire que ce qui compte, c'est le poids des expériences vécues, plus que les gènes, les hormones, dans la façon dont on va développer nos caractéristiques en tant que femme ou en tant qu'homme. Alors, cette recherche, j'aime bien la présenter parce que, en général, j'ai comme contre-argument, oui, mais il y a quand même des différences biologiques, physiques. Effectivement. Et quand on interroge là, c'est une étude de collègues de Grenoble qui ont interrogé 718 adolescents et adolescentes et on les a interrogés sur les compétences athlétiques. Alors là, très largement, ils étaient tous et toutes d'accord pour dire les hommes ont plus de compétences athlétiques que les femmes. Je vais vous montrer 2 exemples. La force de préhension et le sprint. Les femmes, les hommes. Vous voyez que ce qui est le plus flagrant, c'est que c'est la partie commune. 60% de recouvrement. Ça veut dire que 60% des femmes et des hommes ont la même force de préhension. Et vous avez la même chose sur le sprint. Et pourtant, on est persuadé qu'il y a des compétences athlétiques plus fortes chez les hommes que chez les femmes. Alors là, on va me dire, oui, mais enfin, dans les épreuves sportives, c'est pas les mêmes barèmes, on ne fait pas concourir les femmes et les hommes. Oui, mais c'est la fin de la courbe. C'est-à-dire, c'est les extrémités. Effectivement, sur les extrémités, c'est-à-dire les personnes qui sortent de l'ordinaire, les hommes sont devant les femmes.
mais la plupart des hommes et des femmes ont les mêmes compétences. Ça veut dire que, en moyenne, on peut effectivement avoir, puisque les hommes sont quand même devant, si on fait une moyenne, leur moyenne va être supérieure à celle des femmes, et notamment dans les extrémités, donc chez les champions, effectivement, un champion de sprint homme va aller plus vite qu'une championne de sprint femme, parce qu'on est dans les extrêmes. Mais si on prend au hasard dans la population, parmi vous, si on faisait le test ce soir, ce n'est pas certain que les hommes auront une force de préhension ou des capacités de sprint plus fortes que celles des femmes. Et ça, on a du mal à le croire, parce que le stéréotype est vraiment très puissant sur il y a des différences de compétences. Il y en a, mais sur les extrêmes. En résumé, les stéréotypes de genre, aucun d'entre nous n'y échappe. C'est ce fonctionnement automatique, parce qu'on simplifie notre environnement. Nous les appliquons à nous-mêmes. Donc, oui, mais là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Est-ce que je corresponds ? Non, mais là, il ne faudrait pas qu'ils pensent que je ne suis pas une femme suffisamment féminine ou un homme suffisamment viril. Nous les appliquons aux autres, dans nos jugements d'autrui en permanence. On va dire, on va avoir des jugements sans s'en rendre compte qui sont basés sur les stéréotypes. Donc, comme je vous l'ai dit, ils sont très prescriptifs et ils semblent naturels parce que basés sur des différences que nous avons biologiques. Et au final, ils nous maintiennent, chacun, chacune, dans des rôles de genre prescrits par la société. Et en fait, les stéréotypes de genre, ils ont l'air vrais, et ils sont même vrais, mais parce qu'ils ont créé leur propre réalité, parce qu'on va les intégrer dans nos personnalités sans le vouloir, par notre socialisation. Et au final, effectivement, on va se comporter en tant que femme plus comme les stéréotypes de femmes le prescrivent, en tant qu'homme comme les stéréotypes masculins le prescrivent, et on aura l'impression que c'est vrai. Mais ce n'est pas une réalité qui existe préalablement, c'est une réalité qui se construit. Et donc, si elle se construit, elle se déconstruit. Alors, j'en arrive donc à comment ça se construit, pour qu'on sache un petit peu où on peut intervenir. Donc, en fait, les stéréotypes de genre, nous allons les acquérir, les intérioriser dès notre naissance par l'observation et l'imitation. Et voilà tous les vecteurs. Donc, vous avez les vecteurs humains, parents, les pères, les médias, le personnel éducatif, puis les vecteurs inanimés, les jouets, les vêtements, décorations de chambre, les livres. Je ne vais évidemment pas avoir le temps de vous parler de chacun de ces facteurs. Je vais parler des parents et je vais parler des médias, mais parce que c'est plus rapide et plus démonstratif. Donc les parents, la famille. Alors, c'est une étude qui a été faite dans plein de pays. On l'appelle l'étude du bébé X. Donc c'est fait sur des adultes et on leur présente un bébé. C'est le même bébé qui sert dans l'expérience. C'est un bébé de 3 mois et on l'habille dans une tenue neutre pour qu'on ne se fie pas à la tenue pour dire « Ah, c'est une petite fille rose, petit garçon bleu ». On va dire à la moitié des adultes « Ce bébé est une fille ». À l'autre moitié des adultes qui vont participer à la recherche « Ce bébé est un garçon ». Et puis, on va leur dire « Bon, voilà, vous devez interagir avec ce bébé. Choisissez des jouets pour interagir avec lui ou avec lui, elle. » Donc, parmi les jouets proposés, il y a des jouets stéréotypiquement masculins, des ballons, des jouets stéréotypiquement féminins, des poupées, et puis des jouets neutres, des cubes. Et on laisse les adultes, à chaque fois, il n'y a qu'un adulte avec le bébé qui interagit, et puis c'est enregistré par les chercheurs et chercheuses. Donc, quand le bébé, on leur a dit c'est un garçon, ils vont choisir majoritairement des jouets mécaniques, très très majoritairement des jouets qu'on dit mécaniques, ballons, trains. Quand on les interroge sur comment ça s'est passé avec le bébé, qu'est-ce qu'ils ont pensé du bébé, le bébé est perçu comme courageux, énergique. Et on constate que dans leur façon d'interagir, les adultes vont renforcer l'autonomie
de ce bébé. Quand on dit aux participants et participantes que ce bébé est une fille, alors là, les participants, les adultes vont donner des jouets plus doux, entre guillemets, des poupées, des peluches. Et quand on leur dit alors comment était ce bébé, doux, mais craintif aussi et fragile. Et puis, les comportements ne sont pas du tout tournés sur l'autonomie, mais sur le réconfort, la protection. Et si jamais le bébé se met à pleurer, ce qui peut arriver, l'interprétation est complètement différente. Quand on leur a dit que c'était une fille, ils vont dire « Oh, elle a peur ». Donc, elle a peur, c'est elle subit. Et le garçon, quand on dit que c'est un garçon, il est en colère. La colère, c'est de la réaction, c'est pas subir. Donc, vous voyez que ça se niche tout le temps partout. Et donc, ces stéréotypes de genre sont si profondément intégrés que, vous voyez, même un bébé, on va le genrer automatiquement. Dès qu'on nous dit fille, garçon, allez hop, on enclenche tous nos stéréotypes sans forcément on n'en a pas forcément conscience. Ce que j'ai pas mis, c'est... Si, je l'ai mis, non. Quand on est sur les jouets neutres, ils distribuent les jouets neutres aussi bien aux filles qu'aux garçons. Donc, il ne se passe rien sur les jouets neutres. Alors, je vous ai dit autre illustration, les publicités. Donc, ça, c'est la publicité d'une assurance que j'ai masquée. En réalité, c'est des vraies photos, des vrais gens. C'est transformé pour ne pas faire de la publicité à cette marque d'assurance. Donc, voilà, la femme, elle a le pouvoir d'être dépannée. Donc, vous voyez, elle a le pouvoir que quelqu'un vienne faire quelque chose pour elle. Elle ne fait pas par elle-même. Alors que l'homme, il a le pouvoir d'agir directement. Donc, vous voyez, ce qui a commencé avec le bébé se retrouve chez l'adulte. On a les mêmes phénomènes. D'un côté, la protection, la femme qu'on doit protéger, et l'homme qui doit être le protecteur et qui doit agir. Les trucs caricaturaux, mais voilà. C'est toujours des publicités qui existent. Hein. C'est pas la Clio d'il y a 30 ans. Là, pareil. Vous voyez qu'on ne présente pas du tout de la même façon ces groupes d'enfants pour le même slogan. Une pub pour un salon de l'étudiant. Les grandes écoles, un homme. Les métiers d'avenir, un homme. La prise en charge d'autrui, le relationnel. La santé, les femmes. Et puis le CNRS, bourré de bonnes idées, parce que le CNRS se dit qu'il faut qu'on lutte contre les inégalités. Et vraiment, ils font beaucoup d'efforts au CNRS. Bon, c'était il y a 10 ans. Il y a sans doute quelques progrès depuis. Mais donc, ils voulaient attirer les femmes. On n'attire pas les femmes seules, on veut aussi garder les hommes, donc il y a une pub pour les deux. Donc vous voyez, la femme, elle est tournée sur l'infiniment petit. Et ça se passe forcément à l'intérieur, puisqu'on étudie en laboratoire les petites choses. Alors que l'homme, là, en fait, il regarde l'espace et donc l'infini. Et ils en ont rajouté une couche en ajoutant un enfant. Donc la femme avec une fille, et vous voyez qu'elle aussi, elle est sur l'infiniment petit. Il lui faut sa petite loupe. Alors, vous pourrez me dire, mais vous avez l'esprit tellement mal tourné, vous, avec vos stéréotypes de genre. C'est par contraste qu'on se rend compte que c'est quand même très stéréotypé. Vous voyez l'homme avec le petit garçon qui, lui, est dans des équations pas possibles. On sent tout de suite l'intelligence naturelle. Donc voilà. J'aurais pu illustrer davantage chaque partie, mais comme je veux vous présenter plusieurs choses, je ne vais pas plus loin. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que les stéréotypes, ils sont omniprésents, donc il y a tous ces vecteurs, et qu'on ne peut pas y échapper quand on est enfant, et qu'on va être tous et toutes socialisés par ces stéréotypes, avec ces stéréotypes, et qu'il faudra un certain temps pour qu'on s'en dégage. Donc, tout au long de notre vie, il n'y a pas de répit. Les stéréotypes de genre
vont agir. Alors, ils vont être plus ou moins présents selon les milieux dans lesquels on évolue. Donc, il y a des milieux de socialisation, comme je vous disais, plutôt les parents peuvent faire attention de pas trop genrer le moins possible leur façon d'éduquer leurs filles ou leurs garçons. Selon les personnes que l'on va rencontrer, donc là, on commence déjà à être un petit peu plus grand, plus adulte. Donc, en fonction de tout ça, on va développer une identité qui va être plus ou moins pleine de stéréotypes. Donc, soit on peut avoir une partie relativement raisonnable, pas trop grosse, de stéréotypes qui font partie de notre personnalité, soit on peut en avoir beaucoup. Et en fonction du degré avec lequel nous aurons intériorisé ces stéréotypes de genre, eh bien, ça va beaucoup influencer nos comportements, notre motivation à faire des maths, à lire, les performances que l'on aura sur les différentes matières, disciplines, nos goûts, ce qu'on appelle nos goûts. En fait, c'est complètement prédéfini. Ce sont des forts déterminismes sociaux dans lesquels les stéréotypes de genre ont un poids énorme. Et puis les choix que l'on fera, et je pourrais encore en énumérer. L'enfant va très rapidement comprendre qu'il y a des comportements qui vont être autorisés dans certains milieux. Donc voilà, des familles qui peuvent autoriser un petit garçon à porter un bonnet rose. Mais quand il va aller à l'école et qu'il va retrouver ses camarades, il va plutôt laisser le bonnet dans le cartable, ou alors il va le faire une fois. Puis après, il laissera le bonnet dans le cartable parce qu'il y aura une pression de le rose, c'est pour les filles. Et à certains âges de la vie, donc c'est plus facile quand on est adulte, de se détacher des stéréotypes, déjà parce qu'on peut mener une réflexion autour, et puis on a plus d'autonomie pour s'en dégager, mais c'est très difficile, beaucoup plus difficile quand on est enfant et à l'adolescence, où là, vraiment, la pression des pairs, pairs camarades, est très puissante. Mais, ce sera mon message positif, notre identité n'est jamais fixée une fois pour toutes. Ça veut dire que même quand on a été éduqué dans un milieu très genré, avec des prescriptions stéréotypiques très puissantes, on peut s'en dégager et avec le temps et une réflexion ou des contacts, parce que c'est très difficile de faire ça tout seul, mais si on est avec les bonnes personnes dans des contextes favorables, eh bien notre personnalité, elle évolue. Elle n'est jamais figée pour la vie. Et donc, on peut à tout moment faire évoluer et se détacher des stéréotypes de genre, en avoir moins dans notre personnalité. Alors, j'en arrive maintenant à la deuxième partie de mon propos, où je vais vous montrer tout ce que font les stéréotypes. Enfin, non, tout. Alors là, il faudrait qu'on dorme ici, qu'on passe la moitié de la nuit pour que je vous explique tout. Donc, je fais quelques sélections. Donc, quelques conséquences. Donc, première conséquence, c'est vraiment que je veux que vous compreniez que les stéréotypes sont tellement présents dans notre pensée qu'ils vont envahir notre façon de voir l'information et on n'en aura pas conscience. Alors, je vais vous présenter une recherche qui le montre. Il y en a plein, mais j'ai choisi celle-là. Donc, c'est fait auprès d'adultes. On demande à ces adultes de lire des phrases qu'ils doivent mémoriser. Il y a 20 phrases et ils doivent lire et mémoriser ces 20 phrases. Donc voilà, je vous donne un exemple de ces 20. Parmi les 20 phrases, il y avait « Elisabeth n'a pas été très surprise lorsqu'elle a vu son score au test de maths ». Donc ils apprennent, il y a tout un temps d'apprentissage. Puis après, on leur retire la liste des phrases et on leur donne une nouvelle liste dans laquelle on va trouver la phrase, mais d'autres phrases qui sont des faux amis. Alors, je vous montre. Pour cette phrase-là, qui est la bonne réponse, il y a deux intrus. Elisabeth n'a pas été très surprise lorsqu'elle a vu son score au test de maths. Bonne réponse. Elisabeth n'a pas été très surprise lorsqu'elle a vu son score élevé au test de maths. Elisabeth n'a pas été très surprise lorsqu'elle a vu son faible score au test de maths. Et donc, les participants doivent dire quelle est la phrase qu'ils ont mémorisée au préalable. Vous avez deviné ? Majoritairement, ils vont rappeler
celle où Elisabeth n'a pas été surprise par son faible score. Parce que l'attente, c'est que face à un score de maths, une fille n'a pas réussi. Donc vous voyez que, et évidemment que les gens ils font en toute bonne foi, et que même si on est féministe ou que l'on veut lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes, on peut répondre ça, parce que c'est un processus de traitement de l'information très inconscient, très automatisé. Donc voilà ce que fait le stéréotype. Donc ça c'est un exemple, mais imaginez dans notre vie de tous les jours en permanence. Autre exemple, donc je l'ai évoqué un peu précédemment, les stéréotypes influencent nos performances. Alors là, je vais vous présenter une recherche qui a été faite dans mon laboratoire auprès d'élèves de CE2. Donc ces élèves, on leur fait faire 2 tâches successives. Ils commencent par faire une tâche de coloriage. Alors, il y a 2 groupes d'enfants. Un groupe, la moitié des enfants, on leur fait colorier un paysage, c'est neutre de point de vue du genre. L'autre moitié des enfants, on leur fait colorier personnages stéréotypés. Les garçons doivent colorier le garçon qui joue au foot, les filles doivent colorier la petite fille qui joue à la poupée. Une fois qu'ils ont fait cette tâche de coloriage, on leur donne des exercices de maths difficiles. Et puis, on regarde ce qui se passe. Alors, vous voyez que les garçons, quand on leur a fait colorier le personnage stéréotypé, donc le petit garçon qui joue au foot, ça a quel effet ? Ça les amène à se penser comme garçons. On rend saillante, nous on dit on active leur identité de genre, leur identité de garçon. Et les garçons, l'identité des garçons, le stéréotype, c'est les garçons sont bons en maths. Donc vous voyez que ça a un effet bénéfique, ça les amène à plus se forcer, à faire plus de persistance dans ces exercices difficiles, et ils en réussissent plus que quand on leur fait colorier un paysage. Chez les filles, c'est l'inverse. Vous voyez que les filles, on peut complètement éteindre leur performance si on les amène à se penser en tant que filles. Donc en les amenant à colorier cette fille qui joue à la poupée, elles pensent à elle en tant que fille. En tant que fille, elles ne sont pas douées pour les maths. Et face aux exercices difficiles, elles n'y arrivent pas. Vous constatez que quand elles colorient un paysage neutre, on a la preuve que le stéréotype est faux. Elles réussissent parfaitement les exercices difficiles. Là, en l'occurrence, mieux que les garçons, mais il y a des cas de figure où c'est égal. Mais en tout cas, on a toujours cet effet. Quand on active l'identité de fille chez les filles, on fait effondrer leur performance sur les maths. Alors vous me direz, c'est vrai pour les CE2. Je vous ai présenté les CE2 parce que c'est l'étude qui a été faite chez les plus jeunes. Ce type de recherche, elles ont été faites dans le monde entier. Alors là, c'est pareil, des centaines de réplications à tous les âges. Et on obtient la même chose, alors pas en leur faisant faire du coloriage avant, mais l'idée c'est de rendre saillante leur identité de fille, sur des étudiantes qui ont choisi de faire des études scientifiques, qui font un cursus de maths. Eh bien, si on les amène à se penser en tant que filles, quand on leur donne des exercices de maths à faire, elles les réussiront moins bien que quand on les amène à ne pas penser à elles en tant que filles. Donc, c'est même pas le fait d'avoir choisi de faire des études de maths, ça les met même pas à l'abri. Parce que le stéréotype, il est connu et qu'il a cette mauvaise influence. Et pourquoi il a cette mauvaise influence ? En fait, ce qui se passe là, quand un stéréotype est négatif, quand on a une mauvaise réputation dans un domaine et que c'est dur, sur des exercices faciles, il ne se passe rien. Les exercices faciles, ils y arrivent, ils sont faciles. Mais quand ça devient difficile, les filles, au lieu de rester bien concentrées, elles vont avoir ce qu'on appelle des pensées interférentes. Je vais vous donner un exemple qu'on a tous vécu un jour ou l'autre. Vous êtes en train de lire un roman, ça vous plaît bien, et puis, pour une raison X, vous pensez à quelque chose qui vous est arrivé dans la journée ou quelque chose que vous avez à faire demain, une pensée interférente. Vous arrivez à la fin de votre page, vous ne savez pas ce que vous avez lu. Parce qu'on ne peut pas faire 2 choses en même temps si l'une des choses n'est pas automatisée. On peut conduire et bavarder parce qu'on a automatisé de conduire.
Mais quand on apprend à conduire, là, c'est plus compliqué. Donc, en fait, c'est le temps qu'on automatise. Mais des exercices difficiles de maths, ce n'est pas automatisé. Ça demande de la réflexion. Et donc, si en même temps, on commence à se dire « Oh là là, mais j'en serai jamais capable. Non, mais moi, les maths, c'est pas possible. Non, mais là, j'ai pas le niveau pour y arriver. » Bah forcément, ces pensées interférentes, elles vous empêchent de rester concentré sur l'exercice qui est difficile. Nos choix d'orientation, évidemment, là aussi, les stéréotypes influencent. Alors, les travaux, je résume je résume beaucoup là. Pour réussir dans les filières scientifiques, les STEAM, donc sciences, technologies, ingénierie, informatique, mathématiques, il y a l'idée qu'il faut être doué naturellement. On parle de la bosse des maths. On n'a jamais entendu parler de la bosse du français. Donc, on pense qu'il y a une intelligence naturelle, un don. Il y a un autre stéréotype qui est attaché à ces filières-là, particulièrement l'informatique, mais les autres aussi. Le côté geek, le côté, faut être un peu coupé du monde, un peu solitaire, on a du mal à avoir des relations avec les autres. Là, vous voyez qu'on est très mal parti pour les filles. L'intelligence naturelle, c'est pas elle. Et puis, être socialement maladroite, non, les filles, elles doivent être tournées vers autrui, elles doivent être sympathiques, chaleureuses. Donc, jusque-là, c'est pas bon pour les filles. Rajoute au fait que le stéréotype dit que ce sont les garçons qui sont plutôt plus doués pour les sciences et les maths. Et au final, on a forcément un fort intérêt pour les STEAM chez les garçons et beaucoup moins chez les filles. Parce que vous avez une adéquation parfaite du stéréotype sur les disciplines, plus une adéquation du genre, qui fait que vous pensez que vous êtes fait pour ça et vous allez vous sentir à votre place dans ces filières, donc vous avez envie de les faire plus fortement. Alors que côté filles, on dit les filles. Alors, qu'est-ce qui fait que je m'y suis mal prise. Qu'est-ce qui fait qu'on ne serait pas en adéquation avec des filières STEAM, sciences, technologies, etc. Faire des efforts ? Non, il faut une intelligence naturelle. Donc faire des efforts, bien sûr, il faut travailler, mais enfin, sans intelligence naturelle, ce ne sera pas bon. Être tourné vers autrui, être communautaire, c'est plutôt le côté geek nerd qui est attendu. Donc tout ça, ça ressemble à tout ce qui est attendu d'être quand on est une femme. Et donc, au final, évidemment que la majorité des filles développent un faible intérêt pour ces disciplines. Il n'y a rien qui colle dans le stéréotype qui prescrit aux filles ce qu'elles doivent être. Donc, forcément, elles vont être moins nombreuses à choisir ces filières. Donc, si je résume, tout au long de la vie, on a les stéréotypes de genre. On va les intégrer plus ou moins fortement. Et vous voyez, je reviens sur le fait que derrière, nos comportements, la façon dont on traite l'information, l'intérêt, les goûts qu'on va développer, et donc les choix qu'on va faire, et aussi les performances, comme dans la recherche sur les exercices de maths, vous voyez que les stéréotypes sont tout le temps là. Et donc, plus une femme a été imprégnée de stéréotypes de genre dans sa vie, dans sa socialisation, moins elle se sentira autorisée à aller vers les sciences. Alors, personne ne se dira que c'est un problème de déterminisme multifactoriel et notamment des déterminismes sociaux liés aux stéréotypes de genre. Tout le monde dit « elle n'aime pas ça, elle n'a pas le goût ». Oui, c'est vrai, au final, elle n'a pas le goût. Mais ce goût est socialement construit. Il n'est pas dans un de ses gènes. Donc, ça pourrait être autrement. Et finalement, comme les filles vont être moins nombreuses à aller vers les filières scientifiques, mais on a l'impression que le stéréotype est vrai. Et si vous rentrez dans une salle d'informatique, de cours à la fac en informatique, et que vous voyez une école d'ingénieurs informatiques, qu'il y a 2 filles dans la salle, vous dites, ouais, c'est vrai que elles ne doivent pas être bien douées, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et vous venez en psychologie dans un de mes cours, et vous aurez 80% de femmes, et là vous direz, c'est vrai que les femmes sont tournées vers autrui, elles sont attentives à autrui, oui, elles font de la psycho.
Alors, j'en arrive à la dernière étape pour essayer de, si jamais je vous avais démoralisé un peu, redonner un peu de morale. Donc, je reviens sur ce que j'ai évoqué juste avant. Donc, on a vu que les domaines STEAM sont majoritairement stéréotypés pour les hommes. C'est que des stéréotypes masculins. Les stéréotypes, les traits de personnalité, les personnes qui sont autonomes, actives, solitaires, individualistes, c'est le stéréotype masculin. Là encore, ça colle avec ce qu'on pense d'une personne compétente en STEAM. En revanche, jamais on évoque le fait que pour faire des sciences, comme les STEAM, il faut de la coopération. Et pourtant, il en faut. Personne ne travaille seul dans ces domaines. D'ailleurs, dans aucun domaine, c'est très compliqué de travailler seul. Mais ce n'est jamais évoqué. Rien sur la coopération. Donc, rien qui renvoie au contenu du stéréotype féminin. Donc, on demande aux filles d'y aller, mais il n'y a rien qui les aide à y aller. Alors, ce qui marche bien, c'est de valoriser l'altruisme et la coopération dans ces disciplines. Donc vraiment, et je vais vous montrer, c'est tout à fait possible d'amener les filles vers ces filières si on accentue, on valorise le fait qu'il y a besoin de coopérer, que les individus doivent échanger, travailler ensemble, être altruistes pour réussir dans ces disciplines. Alors, déjà pour vous montrer que, quand je vous ai dit l'identité de genre, elle est flexible, et pour vous montrer qu'elle est flexible et qu'on peut la faire évoluer. Donc on a mené une étude avec d'autres collègues sur les valeurs qui étaient préférées par les élèves. Donc c'était des élèves de seconde. Alors on travaillait dans une exposition où les lycéens, lycéennes passaient. Donc on n'était pas du tout dans le cadre scolaire et on leur faisait remplir un questionnaire à cette occasion. Donc ça a son importance qu'on ne soit pas dans le contexte scolaire parce qu'en fait, on va jouer là-dessus. Donc, on activait un contexte. La moitié des élèves, on leur donnait un questionnaire sur lequel ils commençaient par à présenter l'école, rendre saillant le contexte scolaire, avec une photo d'école, de salle de classe, et on leur disait de rédiger quelques lignes sur comment était leur classe. Donc, on rend saillante dans leur pensée le contexte de l'école. À l'autre moitié des élèves, on rend saillant la maison. Donc là, on leur présentait une photo de salon et on leur demandait de décrire, pareil, en quelques lignes, leur salon. Puis après, tous les élèves, on leur faisait faire la même chose, qu'ils aient été dans le contexte école ou le contexte salon. Ils devaient remplir un questionnaire sur leurs valeurs préférées. Et donc, les valeurs qui nous intéressaient, c'était d'un côté les valeurs de compétition. Il est important pour moi de faire mieux que les autres. C'est un exemple, il y avait plein d'autres questions sur la compétition, l'ambition. Et il y avait d'autres questions. Il est important pour moi d'être amical avec les autres. Voilà, et on avait plein d'autres items comme ça qui étaient sur les valeurs d'altruisme et de coopération. Et puis, les élèves devaient dire si c'était pas du tout important jusqu'à très important, ce qu'ils pensaient pour chacune des valeurs. Et on a montré cela. Donc, dans le contexte de la maison, les filles, elles sont bien socialisées comme des filles, donc elles adhèrent beaucoup plus à des valeurs d'altruisme qu'à des valeurs d'ambition de compétition. Elles en ont quand même, Vous voyez que les stéréotypes sont quand même pas non plus, ils sursaturent pas tout. Elles ont quand même de l'ambition et de la compétition, mais plus d'altruisme et de coopération comme valeur. Les garçons, l'inverse. Les garçons ont plus de valeurs de compétition quand ils sont dans leur contexte familial que de valeurs d'altruisme. Mais ils ont aussi des valeurs d'altruisme. Maintenant, que se passe-t-il quand on est à l'école ? Alors les filles, elles continuent sur la même lancée, il n'y a pas de différence. Elles sont toujours avec leurs valeurs d'altruisme. Parce que, alors je vous ai pas présent, on avait aussi une autre recherche où on avait interrogé des enseignants et des enseignantes, et les enseignants et les enseignantes considèrent que les valeurs les plus importantes à l'école, c'est les valeurs d'altruisme et de coopération. Donc ça veut dire qu'à l'école, il y a des valeurs d'altruisme et de coopération qui sont diffusées, qui sont enseignées, même s'il y a aussi des valeurs de compétition, il y a des notes, mais il y a beaucoup d'importance accordée à l'altruisme
et à la coopération. Donc les filles, elles n'ont pas besoin de s'adapter, puisque les valeurs de l'école sont les valeurs avec lesquelles on les habitue à la maison. En revanche, les garçons, ils sont tout à fait capables de s'adapter aux valeurs de l'école. Et vous voyez que là, eh bien, ils vont avoir beaucoup plus de valeurs altruistes que de valeurs d'ambition. Et ça, c'est pour vous montrer que l'identité, elle est flexible. Et qu'elle est flexible selon les contextes. Donc ça, c'est ce qui nous rassure. Ça veut dire que les choses ne sont pas figées, irrémédiables une fois pour toutes, mais que selon les contextes dans lesquels on met les individus, on peut les amener à aller sur certaines valeurs. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus de différence de genre. Dans le contexte de l'école, on n'a plus de différence entre les filles et les garçons sur ces valeurs-là. Donc, ça, pour nous, c'était très important de montrer que dans les valeurs d'altruisme et de coopération, on peut faire se retrouver à un niveau identique les filles et les garçons. Alors, donc, si je résume cette première recherche, donc, il y a des différences à la maison qui sont conformes aux stéréotypes, mais à l'école, les différences disparaissent. Les filles continuent, elles, d'aimer les valeurs d'altruisme, mais elles n'ont pas besoin d'en changer puisque l'école les attend, mais les garçons, ils savent s'adapter à ce contexte. Donc, comme je le disais, ça prouve qu'on peut jouer sur ces valeurs d'altruisme-coopération avec les garçons. Et en fait, c'est ce qu'on a fait dans une autre étude sur des étudiants et des étudiantes en école d'ingénieur, donc là où c'est plus compliqué pour les filles, où on leur a présenté un contexte, où on leur disait qu'il allait y avoir une nouvelle formation à l'intérieur de l'école d'ingénieur qui allait être proposée, et que cette formation, on savait, parce qu'elle avait déjà été mise en place dans une autre université, que pour réussir, il fallait des valeurs d'altruisme et de coopération. Eh bien, en fait, quand on a rendu saillant, donc on a dit pour réussir dans cette filière ingénieur, il faut être altruiste et coopératif, cela a fait que filles et garçons se sont sentis à leur place. Donc, c'est ce qu'on appelle un sentiment d'appartenance, c'est se dire j'ai ma place ici, je suis légitime. Et là, on avait autant ce sentiment d'être à sa place, d'être légitime chez les filles et chez les garçons. Il était aussi fort pour les deux. Le fait de se sentir à sa place a amené filles et garçons à avoir un niveau de confiance plus élevé dans leurs compétences dans l'estime. Donc pareil, les filles avaient autant confiance dans leurs compétences en STEAM que les garçons. Et au final, elles étaient plus nombreuses, et aussi nombreuses que les garçons, à être intéressées et à choisir la fameuse filière pour laquelle on avait dit qu'il faut avoir des valeurs d'altruisme et de coopération. Donc, on avait réussi à gommer toutes les différences entre les filles et les garçons, sans nuire aux garçons. Parce que, le but n'est pas de dévaloriser un groupe pour en favoriser un. Notre but, c'est qu'on ait l'égalité entre les deux groupes. Et là, c'était la condition. Par contre, on avait une autre partie de l'expérience avec d'autres étudiants qui, eux, étaient dans une condition où on disait que pour réussir, il fallait être compétitif et ambitieux. Voilà, c'était la catastrophe pour les filles. Les garçons s'en sortaient bien, mais là, on avait des grosses différences entre les filles et les garçons. Donc, ce qu'on a retenu, c'est que quand on rend les valeurs d'altruisme, ça marche aussi bien pour les garçons que pour les filles, et les garçons, ça ne nuit pas. C'est-à-dire qu'ils se sentent autant à leur place avec des valeurs d'altruisme que quand on met des valeurs de compétition. Donc, on n'a pas réduit leur bien-être ou leur sentiment d'être capable de réussir dans cette filière. Donc, voilà pourquoi je préconise de valoriser, pas seulement dans les STEAM. Dans les STEAM, c'est important parce que le stéréotype est complètement sur la compétition, l'isolement, l'intelligence naturelle. Donc remettre un peu de social, de relations sociales dedans, ce qui est en plus la réalité, ça permet de permettre aux filles de se sentir à leur place et les garçons se sentent aussi à leur place. Mais on peut le faire dans n'importe quel domaine. On n'a rien à perdre à rendre les domaines
coopératif, dire qu'il y a besoin de coopération et d'altruisme. Dans la composition d'un groupe de travail, bon là c'est plus dans des contextes d'enseignement, quand on est sur des filières dites masculines, c'est dramatique quand les filles sont en minorité. Vous me direz, ben oui, mais elles le sont de fait puisqu'elles sont moins nombreuses à choisir ces orientations. Oui, mais quand on crée des groupes de travail, et c'est le lien avec le côté coopératif que j'ai évoqué avant, on dit qu'il y a des valeurs de coopération, mais il faut aussi les mettre en place, c'est-à-dire créer des groupes de travail, permettre aux élèves, aux étudiants de travailler ensemble. Mais il ne faut jamais mettre les filles dans ces petits sous-groupes en minorité. Il faut essayer de les mettre au moins à égalité avec les garçons. Donc soit elles sont en nombre égal, et quand on peut supérieur aux garçons, pour que ça ait quels effets ? Eh bien, elles se sentent moins menacées par les maths ou les matières scientifiques, dès que c'est des matières stéréotypées masculines. Elles vont prendre plus la parole, alors que dans les conditions où elles sont minoritaires, elles prennent très très peu la parole. Et elles vont se sentir compétentes. Et même quand elles continuent de penser que le stéréotype est vrai, quand on les met à égalité, voire en majorité dans la composition d'un groupe par rapport aux garçons, elles se sentent plus compétentes, même si elles continuent de penser que le stéréotype, que les maths, c'est plus pour les garçons. Et à l'inverse, le fait que les garçons soient minoritaires ne leur nuit pas, parce que ces disciplines leur sont favorables par le stéréotype, donc ça ne nuit en rien aux garçons. Alors, là, ça nous concerne tous et toutes sur la façon dont on peut parler des métiers. Donc, le fait de féminiser les métiers. Alors, quand on ne donne pas de version féminine, quand on dit « je vais chez le pharmacien »,« je vais chez le médecin », alors qu'on va avoir affaire à une médecin ou une pharmacienne, eh bien, en fait, quand on interroge les gens et qu'on donne un masculin, ce qu'on appelle le masculin générique, qui est dit neutre par l'Académie française, mais qui n'a rien de neutre, en fait, on se représente qu'il y a une femme derrière seulement dans 23% des cas. Donc, ça veut dire que, vous avez un très gros pourcentage qui vous amène à penser que c'est un homme que vous attendez à voir. Alors, on avait fait une recherche auprès de collégiens et de collégiennes où on leur présentait toute une série de métiers et pour chaque métier, ils devaient dire à quel point ils se sentaient compétents pour le faire plus tard. Donc, une perception de compétence pour chacun des métiers. Alors, je suis obligée de vous présenter les métiers selon leur connotation stéréotypique parce que ça a un effet massif. On ne peut pas toujours tout réduire. Donc, il y avait des métiers perçus comme stéréotypiquement masculins, comme vous voyez, électricien, mathématicien, mécanicien, informaticien. Et on les présentait à la moitié des élèves, on les présentait au masculin seulement, le masculin dit neutre. Et à l'autre moitié des élèves, on les présentait avec leur version féminine, donc électricien, électricienne, mathématicien, mathématicienne. Alors, voilà ce que ça donne sur la confiance. La compétence, la perception de compétence, la confiance pour faire ce métier. Les garçons, sur les métiers stéréotypiquement masculins, ont une très forte confiance. Et le fait de féminiser, ça ne change rien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On ne leur nuit pas en disant qu'il y a des électriciennes, des mécaniciennes. Pour les filles, on ne fait pas de miracle. C'est là que vous voyez le poids des stéréotypes. Mais quand on présente seulement à la version au masculin dit neutre, vous voyez que les filles, elles ont encore moins de perception de compétence. Là, on l'augmente significativement. Statistiquement, c'est un effet significatif. Donc, ça veut dire qu'on augmente leur confiance, leur sentiment de compétence pour faire ces métiers. Donc, ça a un intérêt. Alors, que se passe-t-il quand on est sur des métiers stéréotypiquement féminins ? Donc, vous avez les exemples, assistant social, coiffeur, infirmier, donc présenté qu'au masculin ou présenté version masculin-féminin. Alors, c'est le phénomène inverse. Là, c'est les filles qui se sentent très compétentes qu'on présente. Là, même quand on dit assistant social, ça va, parce que c'est tellement stéréotypé féminin, ça ne leur nuit pas. Et les garçons,
Et c'est pour ça qu'on peut recommander, sans avoir le moindre doute, le fait de féminiser les métiers, parce que les garçons, ça ne leur nuit jamais. Et vous voyez que là, ils ont moins confiance quand on met co-masculin que quand on féminise. Alors vous me direz, c'est quoi ce truc magique ? C'est pas pour une super raison. C'est qu'en fait, quand on féminise un métier, il paraît plus facile. C'est le stéréotype, là encore. Hein. Ce qui est féminin est perçu comme plus facile. La raison n'est pas super, mais ça prouve qu'on peut le faire sans nuire aux garçons et que ça va aider les filles. Donc, si je résume, montrer qu'un métier, notamment quand les métiers sont perçus comme masculins, montrer qu'il existe au féminin, ça permet déjà de dire qu'il y a des filles, des femmes qui sont compétentes, qui peuvent performer dans ces métiers. Donc c'est une meilleure reconnaissance. On rend les femmes visibles dans ces métiers-là, alors qu'elles sont invisibilisées. Les filles vont se sentir plus compétentes. C'est la recherche que je viens de vous présenter. Les garçons continuent de se sentir compétents. La recherche que je vous ai présentée, sachant que je vous ai montré celle-là, mais qu'elle a été faite dans d'autres pays, par d'autres collègues, et qu'on a les mêmes effets. Et enfin, si on commence à se sentir compétente, eh bien, en tant que fille, on peut se projeter dans ces métiers perçus comme stéréotypiquement masculins. Donc, on peut augmenter la probabilité qu'il y ait plus de filles à choisir ces métiers. Enfin, et c'est le but de ce genre d'intervention, c'est que amener le maximum de personnes à avoir conscience de l'influence permanente des stéréotypes de genre. Si nous savons que nous transmettons en permanence les stéréotypes et qu'ils vont influencer notre façon de voir notre environnement en permanence, eh bien, on va être plus attentif quand on va porter un jugement. Si on ne le sait pas, on dit tiens, celle-là, elle a loupé sa manœuvre pour garer sa voiture. Ah, c'est bien une femme. Un homme qui loupe sa manœuvre va dire il ne sait pas bien conduire celui-là. Mais on ne va pas généraliser en disant c'est bien un homme. La fois suivante, quand on verra la manœuvre d'une femme qui peinerait pour un créneau, eh bien là on se dira c'est bien. Non, je ne vais pas dire que c'est parce qu'elle est femme. C'est parce que c'est pas facile, et puis je la regarde, et donc ça peut mettre de la pression. Et là, on a une vision très différente, et on arrête d'avoir des jugements stéréotypés. On peut le faire, on peut l'arrêter, on peut le contrôler dans un deuxième temps. La première idée qui nous vient, elle est stéréotypée. Mais on peut l'arrêter en quelques secondes, et faire mieux, faire plus égalitaire. Donc nous pourrons exercer plus de vigilance, et plus on sera chacune vigilant sur nos jugements stéréotypés ou en les faisant remarquer à d'autres personnes qui n'en auraient pas conscience, pas pour les juger négativement, parce qu'on ne le fait pas exprès, mais pour essayer de les amener aussi à prendre conscience, eh bien tout ça, ça sera donc une façon de diminuer la puissance des stéréotypes. Pour conclure, nos choix de carrière ne sont pas vraiment libres. C'est vraiment ce que j'ai essayé de vous montrer. Et si on veut gagner en liberté, eh bien, il faut accepter de douter de nos jugements sur les filles, les femmes, et sur les garçons, les hommes. Quand on doutera, on transmettra moins les stéréotypes. Et si on les transmet moins, on rend chacune d'entre nous plus libre. Donc, par exemple, un stéréotype que je n'ai pas évoqué ou en creux, évitons de tolérer des comportements stéréotypiques, un peu plus de paresse du côté des garçons, un peu plus de caprice du côté des filles. Ça, c'est enfermé dans des rôles stéréotypés, les filles et les garçons, donc sur des choses banales de la vie de tous les jours. Et je ne dis pas qu'on le fait exprès, mais si on est vigilant à ça en se disant je vois pas pourquoi, parce que c'est un garçon, je tolérerais sa paresse plus que celle de ma fille, ou je tolérerais plus les caprices de ma fille que de mon garçon, eh bien on aura fait un grand pas pour restreindre l'effet des stéréotypes.
Voilà, je vous remercie. Super, merci Delphine. Merci pour cette présentation très dense. Ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre quelques questions. Oui, je vais juste te témoigner d'une chose, en fait, parce que tu as beaucoup parlé des informatiques. Et il y a quelques années de ça, quand j'étais dans des promotions d'infos, moi, en fait, on était beaucoup plus de filles. Et au fil du temps, c'est évidemment un métier qui aujourd'hui, c'est complètement masculinisé. En fait, il y a deux gars, il y a à peu près deux filles. À l'ENSIMAC, je ne sais pas, aujourd'hui, il y a peut-être 2% de filles. C'est une grande école d'info à Grenoble. Et du coup, je ne sais pas d'où vient ce phénomène. C'est-à-dire que et finalement, aujourd'hui, le métier n'est vu qu'un métier d'informaticien. Et il y a 30 ans, les filles, elles étaient très facilement en informatique, en fait. Donc, tu vois, du fait où le stéréotype s'est complètement inversé sur ce métier-là. Tu peux me dire, alors, même pas qu'il s'est inversé, c'est qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas parce que c'était une nouvelle discipline sur laquelle il n'y avait pas encore de connaissances, de recul. Et on ne savait pas encore l'ampleur qu'elle allait prendre. Parce que maintenant, c'est clé dans nos vies, c'est clé dans tous les enjeux de pouvoir à venir, l'IA. Et quand une discipline commence à être associée à des enjeux importants et à un futur pouvoir ou à du pouvoir d'être compétent là-dedans, bah là, le stéréotype arrive parce que, comme je l'ai dit, le stéréotype sert à justifier la hiérarchie et les inégalités. Donc là, ça sert à justifier que c'est pour les hommes, parce que c'est le métier d'avenir, celui qui va donner le plus de prestige et de pouvoir. Donc voilà, il a fallu un petit temps pour que tout le monde se dise « Ah mince alors !» Et là, les choses sont vite rentrées dans l'ordre et les filles ont arrêté d'y aller. Enfin, elles n'ont pas arrêté par elles-mêmes. Hein. C'est parce que, vous voyez, l'évolution de la société fait qu'elles ne se sentent plus légitimes et elles ne pensent pas qu'elles ont les compétences pour le faire. Alors, si elles les avaient il y a 30 ans, il n'y a pas de raison qu'elles ne les aient pas aujourd'hui, bien sûr. Alors, je voulais simplement confirmer ce que vous disiez. École d'ingénieurs, 2 filles pour 30 garçons. C'est ce qui se passe pour ma petite fille. Et il ne faudra pas qu'elle baisse les bras. Si il a fallu mettre en avant que dans la recherche scientifique, les valeurs de coopération étaient très importantes pour donner à des filles envie de s'engager dans des carrières scientifiques, est-ce que ça veut dire qu'il a fallu renforcer un stéréotype de genre pour équilibrer un petit peu les filles et les garçons dans les carrières scientifiques, ou bien est-ce que ça veut dire que ces valeurs de coopération sont de façon naturelle et innée davantage des valeurs qui font le bonheur des femmes? Alors, en tant que chercheuse en psychologie sociale, moi, je n'adhère à rien d'inné. Tout est construit socialement. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a effectivement une construction qui va amener les filles à aller plus sur les valeurs d'altruisme et de coopération, mais il y a un contexte, le contexte scolaire, qui amène aussi les garçons à aller sur ces valeurs-là. Si on continuait de les valoriser, au lieu de parler d'écoles d'élite, d'écoles qui vont permettre de développer la compétition, l'esprit de défi, le challenge, donc c'est-à-dire des valeurs typiquement, stéréotypiquement masculines, si on allait plus vers associer toutes ces écoles STEAM, écoles d'ingénieurs, avec ces valeurs-là, dans lesquelles les hommes peuvent se retrouver, à un moment, quand femmes et hommes partagent les mêmes valeurs, ce n'est plus un stéréotype. Le stéréotype, c'est ce qui fait qu'il y a des caractéristiques typiquement féminines et des caractéristiques typiquement masculines. Quand on est sur quelque chose qui devient l'apanage des deux, ça perd sa caractéristique stéréotypique, puisque tout le monde l'a. Et que le stéréotype, il sert à différencier. Donc, on arrive sur un stéréotype
plutôt féminin à la base, mais qui est aussi adopté par les hommes dans des contextes sans que ça leur pose de problème. Et plus on irait vers ça, mais là, je fais de la science-fiction, si on allait plus vers ça, ça perdrait son côté stéréotypique à partir du moment où et les femmes et les hommes l'adopteraient tout autant. Je vais rebondir sur la question, parce qu'en fait, est-ce que nous, on faillit pas à ne pas préparer les filles à la compétition, puisque c'est pas une prédisposition masculine au départ? Alors, je comprends tout ce que vous dites sur le court terme, mais sur le moyen et le long terme, est-ce qu'on ne devrait pas davantage préparer les filles afin que, si le monde est en compétition, elles puissent y rentrer derrière, et puis, effectivement, de faire en sorte que la compétition ne soit pas juste stéréotypée de manière masculine? A fortiori quand on voit le contexte géopolitique actuel. Hein. Oui. Merci. Mais, alors, vous avez raison, hein, les filles ont ces caractéristiques aussi, hein, puisque elles s'auto-décrivent aussi avec des caractéristiques de compétition et d'ambition. Oui, non, mais dans l'étude que nous, on avait faite, je sais pas, je remonte dessus. Hop. Voilà, elles en ont des caractéristiques, donc c'est ce qui est en orange foncé, ambition, compétition, elles en ont, mais moins que les valeurs. Donc là où je suis d'accord, oui, mais pourquoi elles ne bougent pas? Parce que le contexte scolaire les amène davantage les oblige pas à changer. Oui. Alors c'est une façon de voir. C'est une façon de voir, de d'amener l'école plus compétitive et d'aider les filles à s'y adapter. Parce que autant... Si je peux me permettre, au final, ce que vous avez montré, c'est que les garçons sont capables de s'adapter dans la coopération tout en étant compétitifs, au moins dans l'esprit. Et finalement, en montant le côté plus coopératif, j'entends tout ce que vous dites, c'est très bien. Mais en fait, on devrait aussi peut-être permettre aux filles de s'adapter à des situations plus agressives et compétitives. Mais non, mais dans un absolu, vous avez tout à fait raison. Là où ça risque d'achopper, c'est que ce sont les valeurs du groupe dominant. Et le groupe dominant ne lâche jamais ses valeurs facilement. Donc, amener les filles et que tout le monde accepte que les filles aillent à fond sur les valeurs de compétition et d'ambition, au même type que les garçons, c'est pas sûr que ce soit accepté et qu'il n'y ait pas un effet boomerang, comme on a la montée des mouvements masculinistes depuis que, effectivement, il y a quand même du progrès sur la condition des femmes. Donc, c'est le risque. Alors que d'aller sur les dimensions d'altruisme et de coopération, c'est quelque chose qui est valorisé dans l'absolu par la société. Donc, et même un garçon altruiste, comme c'est pas attendu, il est encore mieux vu que parce que c'est pas un garçon viril, masculin. Il sait s'adapter. Et donc, il peut avoir, dans les contextes, mais à condition que le contexte rende ça, le valorise. Si le contexte dit non, t'es là pour gagner, ça le fera pas. Le garçon devra s'adapter à ça. J'ai plus tendance à penser que le risque est moins fort en allant vers ça qu'en amenant les filles vers la compétition, parce que j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Sur le court terme, oui. Et que, par ailleurs, et comme vous l'évoquez, alors je suis d'accord avec vous, tel que le monde évolue, on se dit qu'il faudrait mieux être préparé au pire, mais en même temps, si personne n'essaie de développer d'autres valeurs et de se dire que on peut faire autrement que d'aller s'envahir les uns les autres, voilà. Voilà. Mais là, je sors du côté très scientifique, on est plus sur une réflexion plus philosophique sur le type de société. Moi, c'était juste une question, peut-être un petit point, un rappel. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la féminisation des noms de métiers en France ? Que dit la loi ? Est-ce qu'on préconise quelque chose ? Est-ce que ça reste un peu vague ? Est-ce que ça devient un automatisme ou... Alors, il y a quand même... donc ça, c'est des travaux qu'on a fait il y a plus de 20 ans, qui ont été corroborés par plein de travaux dans les langues genrées, comme le français, l'allemand,
En anglais, la question se pose pas pareil. Donc, ça commence à avoir pénétré les sphères de décision et c'est plutôt recommandé. C'est plutôt recommandé d'essayer de donner la version féminine quand on présente les métiers. Mais de là à dire que c'est appliqué de manière systématique, non, on n'y est toujours pas. Alors, c'est rigolo parce que ma question vient juste, s'embraye très bien, je pense. Est-ce que vous savez quelle nuance, justement, on a dans les résultats de ces enquêtes, de ces tests, dans les pays anglo-saxons ? Puisque quand je parle d'un boucher, je ne sais pas si je parle d'un garçon ou d'une fille, d'un infirmier, etc. Moi, quand j'ai beau dire pharmacien, mais je vais à la pharmacie. Donc voilà, je me demande qu'est-ce que ça fait dans les pays anglo-saxons ? Alors, sur les métiers, ils vivent la même chose que nous sur la partie stéréotypée. Donc voilà, c'est les garçons sur des métiers stéréotypés qui sont les mêmes que les nôtres vont se sentir plus confiants, avoir un niveau de sentiment de compétence plus élevé que les filles, inversement sur les métiers stéréotypiquement féminins. Mais évidemment, là, il n'y a pas de moyen de faire ce que nous, on a fait là, puisque ça ne se féminise pas. Mais sinon, il n'y a pas de pays où il n'y a pas d'impact des stéréotypes de genre. Et donc, et quels que soient les pays, c'est les mêmes. Même dans les pays, parce que souvent on me dit, mais les pays d'Europe du Nord, qui sont plus avancés ils retrouvent les mêmes problèmes, même s'ils mettent plein de choses en place, l'effet des stéréotypes est le même que celui qu'on observe. Simplement, eux, ils essaient de plus lutter contre. Mais les effets sont quand même les mêmes. Si ça vous convient, on en reste là avec les questions. Il me reste à vous remercier, chère Delphine, de votre présence avec nous, de la clarté de vos explications, et puis de vous laisser à la jungle de toutes les questions qui vous attendent autour du bar. Merci beaucoup à toutes et tous de votre présence. Yvonne, tu veux quelque chose ou quoi ? Il y a du blanc, il y a de la bière, il y a de l'eau.